Euh, Monsieur le Président, chers maîtres et chers collègues, nous avons l'honneur de vous présenter les atteintes du système nerveux au cours des maladies systémiques. Nous venons de suivre deux belles communications, deux brillantes communications, où le problème de ces maladies pose encore un problème parce que ce sont des affections méconnues qui sont difficiles à prendre en charge en population générale, méconnues par les praticiens, mais aussi par la population. Donc, les maladies systémiques, c'est un ensemble d'affections qui touchent au moins 3 appareils au système d'organes en raison d'un processus diffus dont le mécanisme peut être auto-humain, infectieuse, toxique ou environnemental. Sur le plan neurologique, la prévalence est faible. Lorsque le contexte est multisystémique, le diagnostic paraît facile. Mais lorsque les manifestations neurologiques sont inaugurales, le diagnostic n'est pas aisé, il pose un gros problème. Et avec une prise en charge dont on a démontré tout à l'heure, qui est difficile car le pronostic est péjoratif, imposant souvent un réajustement thérapeutique. Qu'en est-il de ces mécanismes? Donc, il s'agit soit d'un défaut de fonctionnement du système immunitaire ou d'un excès de fonctionnement, ce qui conduit généralement à un polymorphisme clinico-biologique et généralement ce sont des affections qui évoluent par poussée. Mais comment les définir? Est-ce qu'il faut tenir compte uniquement de la clinique? C'est quand même assez difficile, on vient de le démontrer. Prendre une définition purement immunologique, c'est quand même assez difficile. Donc, poser le diagnostic de ces maladies nécessite certains critères. On en a vu ici pour le lupus érythémateux disséminé, dont l'évolution de ces critères évolue avec le temps. Pour les maladies systémiques, ce sont des critères, certes anciennes, de 1957, qui définissaient des maladies du système comme étant la présence d'auto-anticorps ou de cellules autoréactives, l'identification d'un antigène cible, la reproduction expérimentale, mais surtout la sensibilité au traitement immunosuppresseur et ou à l'épuration des auto-anticorps. Il s'agit généralement d'une perturbation de l'autoréactivité qui fait intervenir plusieurs facteurs. Nous avons des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Ces facteurs génétiques prédisposent les patients à la survenue de la maladie et les facteurs environnementaux interviennent comme des facteurs déclencheurs de cette pathologie. Donc, généralement, l'être humain est considéré comme sain, c'est-à-dire ne possédant aucun processus inflammatoire. Cependant, 10% de la population possède en son sein des auto-anticorps et des lymphocytes T. Mais à ce stade, le patient ne développe pas la maladie. Il est porteur des auto-anticorps et sous l'effet des facteurs environnementaux, à savoir la pollution, des maladies infectieuses, au cours du stress chronique qui a été aussi longtemps démontré, il y a une réactivation des auto-anticorps qui va donc s'exprimer chez le patient et donc l'exposer à des maladies. Chez nous, en Afrique, vous l'avez vu qu'il s'agit plus des séries de cas et des séries hospitalières et on se penche plus sur des causes infectieuses, parmi lesquelles certaines bactéries sont responsables de la survenue de ces affections, notamment le streptocoque qui est souvent rencontré dans le rhumatisme articulaire aigu, le Campylobacter jejuni dans la maladie, dans le syndrome de Guillain-Barré, le Borrelia dans les arthrites chroniques, mais aussi certains virus, notamment l'Epstein-Barr virus, qui est responsable de cette affection que nous venons de voir en long et en large, du lupus érythémateux disséminé, de la polyarthrite rhumatoïde et autres. Une étude récente qui a été faite en Afrique, qui se concentrait sur les manifestations neurologiques des maladies du système,
en tenant compte des aspects diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs, et aussi en recherchant la présence ou non des nouveaux virus ou bactéries pouvant être responsables. Il est apparu dans cette étude que le problème qui se pose en Afrique, c'est qu'en dehors des maladies infectieuses connues, il y a également des maladies auto-immunes classiques. Donc, quelle est la part des pathologies infectieuses et des pathologies inflammatoires? Et avec l'avènement COVID-19, nous avons vu que plusieurs maladies ont été décrites. Alors, poser le diagnostic des maladies systémiques demande de la prudence. Parce qu'il faut tenir compte des critères diagnostiques, mais aussi des critères de classification. Ce sont ces critères qui nous permettent de poser ces diagnostics. Nous l'avons vu avec les nouveaux critères de l'ACR 2019, que la présence des anticorps anti-DNA natifs et la présence des macules suffisent pour poser le diagnostic de lupus. Et donc, devant ces critères ou ces maladies méconnues, il est important quand même de les différencier. Donc, devant les maladies auto-immunes, nous avons des conjonctivites, des vascularites, des granulomateuses et des maladies auto-inflammatoires. Nous allons plus nous attarder sur les conjonctivites et les vascularites, dont le chef de file est le lupus érythémateux, sur lequel on en a beaucoup discuté, les syndromes des antiphospholipides et les syndromes de Bougereau. Nous avons réalisé à Brazzaville une étude retraçant les spectres des maladies auto-immunes dans les services de neurologie. On s'est rendu compte que, si vous voyez ce tableau, en 2015, sur une population de 753, que 2 patients ont été diagnostiqués d'une maladie auto-immune, donc une fréquence hospitalière très faible. Et en 2019, le nombre a augmenté, on est passé à 23. Donc, sur une période de 5 ans, que 41 cas de patients ont été diagnostiqués. Est-ce que cela veut dire que ce sont des maladies rares? Non. Mais je pense qu'il s'agit plus d'un problème de diagnostic, de retard diagnostique et, comme on l'a dit, une maladie très méconnue. Et ce spectre a été aussi fait en rhumatologie où pendant 6 ans et 6 mois, sur cette période, on a retrouvé 90 patients qui présentaient une maladie systémique, dont l'âge moyen, dont des sujets étaient relativement jeunes, 40 ans. Et pareil aussi au Sénégal, où plusieurs études ont été réalisées pendant une période de 5 ans et ont retrouvé des fréquences assez faibles. Mais c'est pour dire que ces maladies, certes méconnues, elles existent, elles sont présentes dans notre pratique quotidienne. Nous les avons en particulier. Les manifestations cliniques sur le plan neurologique sont diverses, allant des déficits neurologiques, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, des céphalées, des troubles visuels, d'altération de l'état général. Et dans cette étude que nous avons réalisée, nous avons retrouvé certaines affections, notamment la NMO, les AVC dus à lupus. Ici, en neurologie, vous voyez que c'était un seul cas, mais en rhumatologie, plusieurs études africaines ont rapporté plusieurs cas parce que c'est souvent des patients qui se viennent en dermatologie et en rhumatologie. Et sur le plan périphérique, c'est surtout des atteintes périphériques, des polyneuropathies, des polyneuropathies aiguës chroniques, dont généralement le bilan est normal. Le patient consulte pour des troubles, des paresthésies qui sont diffuses, qui sont difficiles à prendre en charge. Il en vient. C'est vrai que nous n'avons pas souvent la hantise de demander le bilan immunologique. Premièrement, parce qu'il coûte cher, mais deuxièmement, parce qu'il n'est pas toujours accessible, et troisièmement, parce que la plupart des patients n'ont pas de prise en charge d'assurance maladie, et nous espérons qu'avec la CAMU, que les choses vont s'améliorer. Et en rhumatologie, effectivement, le chef de file, c'est la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, qui avait été rapporté dans une proportion de 36 et 25%. Pareil à Dakar, où c'est la polyarthrite et le lupus. Donc, nous allons vous dire un mot sur le lupus érythémateux, dont nous n'allons pas revenir sur les critères, sur la physiopathologie, mais retenez une chose,
que le lupus érythémateux disséminé au plan neurologique réalise ce qu'on appelle des vascularites avec souvent des lésions prothrombotiques. Des critères de l'ACR, on l'a vu, 82, 97, 99, les tout, 2019, les dernières, les récentes, la déjà sauté. Donc, parmi ces critères, vous avez des manifestations neurologiques, des troubles neurologiques, mais aussi des troubles psychiatriques. Donc, le lupus réalise des tableaux divers, allant de simples céphalées aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises convulsives, aux manifestations psychiatriques allant des troubles anxieux, des troubles cognitifs, mais aussi des troubles psychotiques. Donc, nous avons des patients qui présentent des bouffées, des agitations, une agressivité, mais dont le bilan généralement est normal et uniquement le bilan inflammatoire peut essayer d'orienter vers la prise en charge. Donc, nous avons des troubles en lien direct avec le lupus, nous avons dit des AVC. Mais quand évoquer un AVC, souvent on évoque systématiquement devant un sujet jeune qui est sans antécédent neurologique, qui vient pour un déficit neurologique soudain. Le bilan biologique réalisé normal, la recherche étiologique généralement est normale, en dehors d'un syndrome inflammatoire biologique. Et chez ces patients, lorsqu'on réalise l'imagerie cérébrale n'est pas propre à l'imagerie habituelle classique. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un infarctus cérébral, généralement, c'est des lésions comme on apprend aux étudiants que c'est des pots de sang, c'est une lésion qui épouse un territoire artériel ou une hémorragie qui est profonde, rattachée à soit une hypertension artérielle. Sauf qu'ici, dans le cas de ces maladies, les lésions sont polymorphes et multifocales. Donc, il peut s'agir d'infarctus, il peut s'agir des hémorragies, il peut s'agir uniquement des anomalies de la substance blanche avec prise de contraste, comme illustré sur ce scanner cérébral où vous avez une hyperdensité spontanée corticale avec un édème périlésionnel associé à une autre hypodensité ici qui n'est pas spécifique de pathologie classique habituelle ou sur cette IRM, sur les séquences flares où on voit des hypersignaux disséminés de la substance blanche périventriculaire respectant les fibres en U qui ne sont pas touchées ou sur cette ARM des rétrécissements artériels diffus souvent qui orientent avec le syndrome inflammatoire vers une maladie inflammatoire. Donc, il y a d'autres infections, des méningoencéphalites infectieuses, lymphome, surtout avec l'avènement HIV, qu'on rencontre beaucoup dans notre pratique quotidienne à Pointe-Noire, mais aussi des méningites aseptiques à liquide clair. Ces méningites souvent sont évoquées devant une méningite, devant un syndrome méningé qui associe une aphthose buccale et ou génitale. Et surtout ici, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui n'est pas toujours accessible à tous, ce qui pose encore le problème diagnostique parce que l'IRM dans la ville où nous sommes à Pointe-Noire coûte excessivement cher, il est autour de 200 000 et ça se fait qu'en privé. Donc, tous les patients n'ont pas accès à cette imagerie, mais pour ceux qui l'ont réalisé, on retrouve des lésions, des hypersignaux périventriculaires. Ces hypersignaux épousent généralement des fibres en U, contrairement aux lésions vasculaires. Donc, devant ces patients, il faut effectivement réaliser une ponction lombaire. Une ponction lombaire à la recherche d'une hyperprotéinorachie avec abaissement de la fraction C4 des anticorps antiribosomes. En dehors du lupus, nous avons le syndrome des antiphospholipides. On l'a dit tout à l'heure, l'interrogatoire est capital parce que souvent, beaucoup de dames, beaucoup de femmes, des jeunes femmes qui présentent des morts fœtales inexpliquées, des naissances prématurées, font en fait des maladies, des syndromes antiphospholipides, souvent chez les patients qui présentent 3 fausses couches spontanées successives au premier trimestre. Et ces syndromes des antiphospholipides réalisent sur le plan clinique des tableaux de thrombose veineuse ou des sinus dont le maître symptôme est la céphalée. Donc, sur le plan biologique, il faut réaliser certains
anticorps, notamment les anticorps anticardiolipines, les anticorps antiprothrombinases et les anticorps anti-bêta-glucogéniques et la cirrhose fœtique qui est souvent positive. Et devant le syndrome de SAPL catastrophique, où on assiste à une défaillance multiviscérale associant une atteinte rénale, une hypertension artérielle sous-maligne avec une encéphalopathie et des troubles cognitifs importantes dont l'évolution se fait malheureusement vers la mort. Notre deuxième connectif, c'est le syndrome de Gumbauch-Sjogren. Et ici, il y a des critères européens qui avaient été proposés, parmi lesquels on avait des symptômes oculaires, buccaux, une atteinte ophtalmologique, l'atteinte des glandes salivaires et la présence d'anticorps anti-SSA ou anti-SSB. Donc, pour évoquer le diagnostic, il faut la présence des 4 de ces critères ou au moins 5, le critère 5 ou le critère 6. Sur le plan clinique neurologique, ce sont des tableaux de névralgie du trijumeau ou des polyneuropathies sensitives pures. Le patient vous dit que j'ai l'impression de marcher sur de l'éponge, de marcher sur du coton. Ça me dérange, des fourmillements, des chaleurs, des crampes et des paresthésies, souvent par atteinte du ganglion rachidien postérieur ou des polyneuropathies sensitivo-motrices. Donc, ces différentes affections touchent le système neuro, que ça soit central ou périphérique, et dans des manifestations diverses. Que dire des vascularites? Quand nous pouvons évoquer une vascularite? Nous évoquons généralement une vascularite en neurologie devant des patients qui présentent un syndrome inflammatoire inexpliqué, devant un sujet jeu, qui présente une mono ou une polyneuropathie ou une atteinte musculaire ou devant une fièvre au long cours, des arthralgies inexpliquées. À ce moment, il faudra rechercher en faisant un bilan immunologique pour pouvoir réaliser l'imagerie. Et les principales présentations de ces vascularites sur le plan neurologique, il s'agit des accidents vasculaires cérébraux, des céphalées, des purpura sur le plan cutané, mais également sur le plan tête-écho, notamment des sinusites et des chondrites. Que retenir de cette présentation? Que les maladies systémiques au niveau neurologique, certes rares, mais sont bel et bien présentes, avec une présentation clinique variée, diverse, et donc généralement, il est important de connaître les critères diagnostiques pour pouvoir poser un bon diagnostic et avoir une bonne prise en charge. Je vous remercie.